D'abord, c'est un échange avec mon éditeur, Christian de Bartilla. On cherchait de toute façon un personnage qui était assez peu traité dans l'actualité récente. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de biographie de Marie-Amélie depuis pas mal de temps, presque une trentaine d'années. Et puis ensuite, j'avais précédemment écrit sur l'impératrice Eugénie. Et bon, par voie de rapprochement historique, si vous voulez, ça me semblait intéressant de m'intéresser à la monarchie de Juillet et en particulier à Marie-Amélie, qui était assez peu traitée et qui en plus entretenait des relations en exil avec la reine Victoria. Et, euh, et dans ma biographie précédente consacrée à l'impératrice Eugénie, le lien avait été fait via Victoria. Et donc, c'était finalement assez logique. Et comme l'éditeur était partant pour ce choix-là, on y est allé, quoi. Alors d'abord, il y a une raison de fond, si je puis dire, c'est que le régime de Juillet, la monarchie de Juillet, est un régime qui, par définition, en fait, est un régime qui ne veut pas être un régime fondé sur la grandeur, sur la démesure. C'est un régime, et Louis-Philippe l'imagine de cette façon-là, un régime qui vise à la réconciliation, à la mesure, au juste milieu. Donc il y a une forme de rupture, si vous voulez, assumée, avec par exemple le Premier Empire, avec d'une certaine façon la Restauration façon Charles X. Et c'est un régime qui, évidemment, va être beaucoup plus effacé que le Second Empire qui va le suivre. Donc déjà, si vous voulez, par définition, la monarchie de Juillet, c'est un régime qui ne vise pas à être extrêmement grandiloquent. Puis ensuite, il y a la personnalité de Marie-Amélie. Marie-Amélie, par choix, sans doute aussi par nature, par caractère, se met en retrait volontairement derrière son époux, le roi, et considère en fait que son rôle premier, c'est un rôle d'épouse, de mère, éventuellement de conseillère de l'ombre, ce qu'elle va faire à des moments critiques, importants, mais elle ne veut pas être une autre Marie-Antoinette, elle ne veut pas être une autre impératrice Joséphine, et elle est à la fois, je pense, par caractère, pas par incompétence, parce qu'elle pourrait être une souveraine tout à fait imposante, mais aussi par choix, elle décide de se mettre volontairement en retrait. Et ça convient très bien d'ailleurs à Louis-Philippe. Alors c'est vrai qu'elle écrit énormément, hein. Elle écrit énormément, et c'est d'ailleurs une forme de défi lorsqu'on veut travailler sur le personnage de Marie-Amélie. Et c'est un défi qui n'avait pas été forcément relevé par les historiens précédents, parce qu'il y a une telle masse de lettres. Alors, il y a énormément de lettres privées, évidemment, puisque la famille est nombreuse et qu'elle écrit plusieurs fois par jour à certains de ses enfants. Donc on a des milliers de lettres, notamment des lettres adressées à sa fille Louise, reine de Belgique. Et donc, il y a une masse considérable. Alors, dans ses écrits, c'est vrai que dans ses écrits, ça a été un peu mon boulot, si je puis dire, c'est que je me suis intéressé à faire la distinction au milieu de la masse de tout ce qui était écrit un peu anecdotique sur la situation familiale, la météo, enfin, chose tout à fait secondaire de mon point de vue, il y a quelques petites pépites politiques. Et en effet, il y a, par exemple, quelque chose qui m'a frappé et qui m'a permis de présenter le personnage différemment de ce qui avait été fait précédemment. C'est que, par exemple, pendant la période des 100 jours, et puis après les 100 jours, les armées émigrées restent sur le territoire français assez longtemps. Louis XVIII le tolère, l'accepte, et on voit dans les écrits de Marie-Amélie, lorsqu'elle écrit à Louis-Philippe, euh,
elle se plaint véritablement de cette situation et elle a des mots très durs sur ces émigrés. Elle considère que c'est quasiment une force d'occupation qui devrait quitter le territoire, que le roi Louis XVIII est faible de ce point de vue. Et donc, ça nous donne un éclairage tout à fait intéressant parce que Marie-Émilie a toujours été présentée comme une légitimiste pure et dure. On a tendance à considérer que finalement l'immigration ne va pas lui poser de problème. Et bien, patatras, en réalité, ce n'est pas le cas du tout. Et dans ses courriers, alors, effectivement, elle se plaint assez largement de cette présence beaucoup trop longue pour elle. Elle souhaiterait que ces forces étrangères quittent le territoire national. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis ensuite, il y a un autre moment qui m'a semblé intéressant, c'est lorsque Louis-Philippe accède au pouvoir, donc en 1830. Elle fait, alors, le fait-elle d'elle-même ou le fait-elle à la demande de son époux, je pense que c'est les deux sans doute. Elle se met à écrire des lettres au tsar, elle se met à écrire des lettres à l'empereur d'Autriche, même au roi de Prusse, pour en quelque sorte justifier l'avènement de son époux, en expliquant que c'est un sacrifice, en expliquant que vraiment il aurait souhaité elle-même que les choses se passent différemment, mais qu'il n'y avait pas le choix et qu'en somme, il se sacrifie pour le bien du pays, pour l'unité du pays, pour éviter le pire. Tout ça pour en fait désamorcer en quelque sorte l'accusation d'usurpation. Et donc on voit que ces lettres ont aussi une fonction politique éminente. Et rien qu'avec ces deux exemples, on voit qu'elles jouent un rôle en fait. Elles jouent un rôle politique de l'ombre, mais quand même un rôle intéressant. Alors, c'était loin d'être un mariage évident, puisque effectivement, le duc d'Orléans est le fils de Philippe Égalité, donc le régicide. Et étant donné que Marie-Amélie est la nièce de Marie-Antoinette, qu'elle a vécu enfant finalement la période révolutionnaire, et notamment elle a été marquée par l'exécution de son oncle Louis XVI et de sa tante Marie-Antoinette. A priori, rien, mais vraiment rien du tout, ne prédispose à ce mariage. Mais en fait, il y a à la fois dans la volonté de Louis-Philippe, duc d'Orléans, lorsqu'il est amené à se rendre en Méditerranée, notamment en Sicile, en 1809, il y a de son côté la volonté justement de laver l'espèce d'infamie qui pèse sur lui via son père. Et donc, il se dit qu'en effet, épouser une Bourbon de la race, je dirais, de la branche aînée, si vous voulez, puisque c'est le cas, est quelque chose d'essentiel. Pour lui, ce serait un beau mariage, évidemment. Bon. Du point de vue de Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, la mère de Marie-Amélie, ben, les choses ne sont pas du tout vues de cette façon-là. Et donc, on est très, très hostile d'abord à ce personnage, mais assez vite, Marie-Caroline, la mère de Marie-Amélie, remarque les capacités politiques et l'intérêt politique qu'il y aurait à ce mariage. Elle dit, par exemple, c'est Louis-Philippe, le duc d'Orléans, est le seul, finalement, des prétendants qui pourraient contrarier, en quelque sorte, la branche aînée française, parce qu'en fait, Marie-Caroline n'aime pas beaucoup les Bourbons de France. En réalité, elle considère que Louis XVIII est assez faible, que finalement Louis XVI s'est fait mener en quelque sorte à l'échafaud. Et donc, elle, qui est un personnage très impulsif, très résistant, très volontaire, très décidé, n'a pas beaucoup d'estime pour les Bourbons de France. Et elle observe ce duc d'Orléans avec une certaine finesse politique. Elle se dit que ce personnage a un avenir politique et ça peut être intéressant. Quant à Marie-Amélie, je dirais qu'elle va être un peu séduite, y compris physiquement par le personnage, qui porte beau, qui porte bien l'uniforme. Et c'est vrai que c'est une jeune femme, une jeune fille qui a l'habitude d'admirer justement les militaires, en quelque sorte. Et elle n'a
connu finalement qu'un seul véritable amour impossible jusqu'alors pour l'archiduc Antoine, l'archiduc d'Autriche. Et finalement, elle va tomber véritablement amoureuse, elle, du duc d'Orléans. Et on peut dire que ça va être un mariage, sans doute du point de vue de Louis-Philippe, calculé certainement, mais qui va devenir aussi un mariage d'amour. Et d'emblée, pour Marie-Amélie, il y a une véritable admiration et affection pour le duc d'Orléans. Donc le mariage se fait. Alors il y aura quelques petites contrariétés, ça ne sera pas immédiatement, mais en réalité, il va se faire. Et ce qui est frappant dans les lettres du couple, vraiment, on l'a dit, on l'a déjà écrit, que c'était un couple qui s'aimait sans infidélité aucune, ça s'est avéré. On est frappé de voir dans les lettres des mots de tendresse, non seulement au début de l'union, mais jusqu'à la fin, en fait. C'est vraiment un couple très, très uni, ce qui est un peu un cas à part, je dirais, dans l'histoire de France. Marie-Amélie, au début de la Restauration, a beaucoup d'affection pour Louis XVIII. Et elle a aussi beaucoup d'affection, par exemple, pour la duchesse d'Angoulême, Madame Royale. C'est un personnage avec lequel elle aura beaucoup d'affinité. Et, mais Louis XVIII apprécie évidemment Marie-Amélie, mais beaucoup moins Louis-Philippe, le duc d'Orléans, et on devine pourquoi, c'est le fils de Philippe Égalité. Et Louis XVIII se méfie beaucoup de l'ambition du duc d'Orléans. Il le soupçonne, dit-il, de cheminer un peu dans l'ombre, comme ça. On n'entend pas parler de lui, mais il chemine, il avance. Il avance ses pions. Et Louis XVIII ne va pas se gêner d'humilier assez régulièrement le duc d'Orléans. Il est vrai que Marie-Amélie a le titre d'Altesse royale, alors que le duc d'Orléans, lui, est simplement, si je puis dire, Altesse sérénissime. Et donc, en fait, l'étiquette veut que le duc d'Orléans passe derrière son épouse. Et Louis XVIII ne manquera pas de multiples occasions de piquer par des petits coups d'épingle, dira le futur Charles X, de piquer son cousin. Et bon, voilà, Marie-Amélie, elle, va finalement adopter l'attitude, là aussi, de son époux. Elle va regretter les formes d'humiliation que petit à petit Louis XVIII répétera à l'encontre de son époux, même si elle, au départ, a plutôt beaucoup d'affection pour Louis XVIII. Les choses seront différentes, clairement, avec Charles X. Alors, la duchesse de Berry est un personnage très orgueilleux, très sûr d'elle, assez peu intelligente, je puis dire, j'ose ce mot. Et Marie-Amélie la considérera souvent comme une... Alors, elle a de l'affection pour elle, mais elle la considère comme une tête légère. Hein. Elle dit, voilà, c'est une tête légère, et en effet, ça sera vérifié dans les années à venir, lorsqu'elle tentera sa tentative de 1832, de renversement du pouvoir, mais qui était finalement une tentative un peu ridicule. Mais il y a une tension finalement assez rapide qui va naître entre Marie-Amélie et la duchesse de Berry, tout simplement parce que Marie-Amélie est très fertile et elle a beaucoup d'enfants. Elle a des enfants qui sont nombreux. La duchesse d'Angoulême dira Marie-Amélie, c'est une bonne pondeuse, voilà. Alors qu'en face, la duchesse de Berry, donc épousée le duc de Berry, qui est en fait destiné à régner, eh bien, est infertile. Il n'y a pas d'enfants qui naissent de cette union. Et donc, il y a forcément une rivalité qui apparaît entre les deux couples, puisqu'on voit que du côté du duc de Berry et de la duchesse de Berry, il n'y a pas d'héritier, alors que du côté du duc d'Orléans et de la duchesse d'Orléans, il y a une multitude d'enfants qui apparaissent, les uns après les autres. Et il y a donc cette tension pour la suite
de la dynastie, tension forte. Et c'est notamment au moment de la naissance du duc de Bordeaux, lorsqu'enfin la duchesse de Berry va accoucher en 1820 d'un garçon. Là, véritablement, la tension monte à un cran parce que du côté des Orléans, on soupçonne, si ce n'est une illégitimité de l'enfant, mais du moins une naissance un peu précipitée, sans véritable témoin. Le duc d'Orléans aurait dû être présent au moment de la naissance, il ne l'est pas. Et donc, forcément, là, on a des témoignages qui nous montrent que Marie-Amélie, la duchesse d'Orléans, est très amère et vis-à-vis de sa nièce. Donc, c'est véritablement par rapport à la naissance d'un héritier que la tension existe entre la duchesse de Berry et la duchesse d'Orléans, Marie-Amélie. Oui, parce que les relations évoluent vraiment favorablement. D'abord parce que le duc d'Orléans, Philippe, a des relations, je dirais, on peut dire d'amitié qui datent d'assez longtemps, qui remontent d'assez longtemps avec le nouveau roi de France, Charles X. Lorsqu'ils étaient jeunes hommes, sous le règne de Louis XVI, ils s'amusaient assez souvent ensemble, ils faisaient partie de la même équipée, si je puis dire, avec la reine Marie-Antoinette, et notamment ils s'affrontaient lors de courses de chevaux qui faisaient grand bruit à l'époque, donc ils se connaissent de longue date, ils s'apprécient, et c'est vrai que Charles X n'a pas la méfiance qu'avait Louis XVIII vis-à-vis de son cousin, au contraire, il a une forme de lucidité, en plus de son amitié, il considère que il lui dit d'ailleurs, si la branche aînée venait à manquer, eh bien, il serait nécessaire que la branche cadette, donc les Orléans, accèdent au trône sans obstacle et presque naturellement. Et donc, il va d'abord lui octroyer le titre d'Altesse royale. Donc, il répare en quelque sorte l'affront qui était fait par Louis XVIII. Et puis ensuite, les relations vont vraiment s'apaiser jusque quand même la chute du régime, parce que l'évolution politique du règne de Charles X va commencer quand même à mettre un petit peu de tension entre les deux cousins, puisqu'il est vrai que Charles X va vouloir restaurer une monarchie beaucoup plus autoritaire, et ce qui là va le distinguer du duc d'Orléans. Donc, ils sont d'abord très proches, et puis c'est la politique qui va peu à peu non pas les éloigner, mais les différencier. Marie-Amélie, finalement, elle adopte presque exactement le point de vue de son époux, et elle regrettera aussi l'évolution un peu autoritaire du régime de Charles X jusqu'aux ordonnances. Et là, le duc d'Orléans n'est pas très surpris de la tournure que prennent les événements en 1830 et de l'écroulement du régime. On peut dire que lui se tient sans doute prêt pour la suite. Alors, pour elle, je l'ai dit, pour elle, elle présente cet avènement comme presque une calamité, en fait. Hein. C'est d'abord, elle essaie de se justifier, c'est un sacrifice que fait son époux dans l'intérêt du royaume. Elle parle de couronne d'épines. Et donc, pour elle, on raconte qu'elle a pleuré beaucoup, que pour elle, c'était la fin de la tranquillité, en quelque sorte. Il faut comprendre que pour Marie-Amélie, mais comme pour d'autres princes et souverains de cette époque, ou aristocrates de cette époque, la Révolution française a été une espèce de traumatisme majeur. Et puis elle l'a vécu, elle, personnellement, en tous les cas, parce que
sa mère, Marie-Caroline, a bien fait sentir aux enfants au moment de l'exécution de Marie-Antoinette et précédemment de Louis XVI qu'il se passait quelque chose de terriblement violent. Et Marie-Amélie, jeune fille, a connu l'exil aussi pour des raisons politiques, lorsque la France de Napoléon finalement s'est imposée dans les royaumes italiens, et notamment à Naples. Et donc, elle a vécu l'histoire de manière dramatique. Donc, l'avènement de son époux, pour elle, c'est aussi le danger qui se rapproche, et elle le voit comme un risque majeur pour son époux d'abord, puis ensuite pour ses enfants. Donc, elle vit d'abord les choses difficilement, d'autant plus que les premières années du règne sont des années assez difficiles. La famille royale aux Tuileries n'a pas véritablement d'intimité, on rentre aux Tuileries assez facilement, on veut voir le roi, et véritablement, on se sent véritablement menacé. D'autant plus que les attentats vont jalonner ensuite le règne, donc il y a une véritable réalité de la menace physique. Et donc elle le vit assez mal. Mais en même temps, elle est aussi résolue à ce que le règne perdure, parce qu'elle a des enfants, elle entend bien que ses enfants, et notamment son fils aîné, prennent la suite de la dynastie. Et on lui prête cette parole qui est véridique, qui consiste à dire, maintenant que cette couronne d'épines est sur notre front, eh bien, nous allons tout faire pour qu'elle le soit jusqu'à la fin de notre vie, et nous mourrons, s'il le faut, avec la couronne sur la tête. C'est-à-dire qu'en fait, elle entend bien elle entend bien à défendre cette couronne. Donc il y a à la fois une peur très grande qui se justifie par l'histoire et par les faits des attentats, mais en même temps, il y a la volonté de tenir bon, d'être assez habile pour transmettre ensuite la couronne au fils aîné, Ferdinand Philippe. Alors justement, là aussi, c'est un moment où on voit le caractère tout à fait affirmé de Marie-Amélie. D'abord, avant l'abdication, elle va jouer un rôle politique assez déterminant, puisque le régime de Juillet est devenu assez impopulaire dans les dernières années. Le roi Philippe est vieillissant, et en vieillissant, il s'est aussi raidi sur un certain nombre de ses prérogatives, et il n'écoute plus vraiment ses conseillers. Et puis, Guizot, son Premier ministre, est très impopulaire, mais il décide de le conserver. Et Marie-Amélie va jouer un rôle, puisque c'est elle qui, alors sans doute trop tard, ça n'a pas évité la chute du régime, mais c'est elle qui va faire pression vraiment sur son époux et qui va l'emporter en quelque sorte pour obtenir le renvoi de Guizot. Mais on est malheureusement à quelques jours des événements révolutionnaire, donc c'est trop tardif, mais elle va obtenir le renvoi de Guizot, et c'est vraiment elle qui obtient le renvoi de Guizot, ça c'est tout à fait attesté, et Louis-Philippe le reconnaît d'ailleurs, hein, lors d'une rencontre à Guizot, il lui explique que voilà, la reine a raison et qu'il n'y a pas d'autre solution. Et puis ensuite, au moment de l'abdication, eh bien, il y a une espèce de panique qui se prend, qui court aux Tuileries, et notamment une panique d'un des fils de Louis-Philippe, Montpensier, le duc de Montpensier, qui pousse véritablement Louis-Philippe à signer l'abdication. Tout le monde n'est pas d'accord autour du roi. L'épouse de Ferdinand Philippe, Hélène, elle, qui se voit déjà régente, pousse aussi à l'abdication. Et Marie-Amélie est tout à fait réticente. Et il est évident qu'il y a une forme de tension qui naît à ce moment-là entre Marie-Amélie et
et sa bru, en quelque sorte, sa belle-fille, Hélène de Mecklembourg-Schwerin, et qui, en fait, cette tension va perdurer dans les années qui suivent. Et donc, on voit qu'au moment de l'abdication, Marie-Amélie est sur une position beaucoup plus dure, où elle semble vouloir résister tout de même, mais elle ne l'emporte pas. Elle obtient la démission de Guizot, mais elle n'obtient pas, je dirais, l'absence d'abdication. Oui, alors on a beaucoup dit qu'elle était légitimiste et donc on a beaucoup dit qu'elle avait œuvré pour la fusion entre les deux branches du Bourbon après la monarchie de Juillet et après la chute du régime. Alors c'est vrai et c'est faux, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle a à la fois mandaté son fils aîné, son fils, puisque le duc d'Orléans, Ferdinand Philippe, l'héritier du trône, est mort accidentellement. Donc, le, le duc de Nemours, en quelque sorte, et, et son fils aîné à ce moment-là, elle le mandate pour aller effectivement rencontrer l'exilé de Fronsdorf, c'est-à-dire le duc de Bordeaux, le comte de Chambord, l'héritier de la branche aînée, pour qu'il y ait un rapprochement entre les cousins et les deux branches. L'entretien se passe assez mal, puisque le duc de Bordeaux vit un peu dans un monde ancien et il ne tient pas trop compte de la réalité politique. Et puis surtout, il a une parole un peu malheureuse, puisqu'il appelle Marie-Amélie ma tante, alors qu'elle est quand même, elle était Altesse, elle était souveraine. Donc, elle trouve que c'est une espèce d'affront. Et puis, cette première tentative ne plaît pas non plus, de rapprochement ne plaît pas à ses autres fils, par exemple à Joinville, au prince de Joinville, qui est lui beaucoup plus, je dirais, de tendance républicaine, parce qu'au sein des enfants, je dirais, il y a des tendances politiques un peu différentes. Et donc, les discussions de Nemours avec le duc de Bordeaux ne sont pas forcément bien vues par le prince de Joinville. Marie-Amélie, finalement, s'en tient à une position d'attente. Elle est assez, elle défend assez la position qu'avait celle de Louis-Philippe et que finalement la position qui est restée la position des Orléans, c'est le wait and see, c'est attendre et voir. Hein. C'est la ligne d'abstention. Il y aura une nouvelle entrevue, cette fois-ci directe, entre Marie-Amélie, ils passeront quelques jours ensemble en Italie, à Nervi, avec donc, le duc de Bordeaux, son épouse, Marie-Amélie, le duc de Nemours. Les choses se passent bien, sur le plan personnel, les choses se passent bien, mais n'aboutissent pas vraiment. Et en définitive, Marie-Amélie ne sera pas une forcenée de la politique de fusion quand elle va se rendre compte, en quelque sorte, que le duc de Bordeaux n'est pas vraiment à la hauteur de la situation et que ses enfants ne sont pas très chauds non plus pour cette fusion. Alors en fait, là, moi j'ai l'habitude de m'intéresser aux souverains et souveraines en tant que souverain et souveraine. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est le rôle politique davantage que, si vous voulez, les événements familiaux, personnels. Voilà. Donc je l'avais fait sur d'autres biographies et là, il me semblait que c'était une forme de défi de se dire, ben voilà, Marie-Amélie, qui est considérée comme une bonne chrétienne, bonne épouse, bonne mère, et on a l'impression qu'elle se limite à cela. Était-elle aussi un personnage politique? Avait-elle joué un rôle politique? Avait-elle été une véritable souveraine? Et alors, la particularité de ma biographie, c'est ça. C'est-à-dire que je montre, ça n'a pas été simple, mais je crois que j'arrive à montrer qu'elle a joué un rôle politique, qu'elle avait en tous les cas une pensée politique, qu'elle avait des idées politiques, qu'elle était beaucoup plus orléaniste en fait que légitimiste, non pas par suivisme vis-à-vis de son époux, mais parce que ça correspondait aussi en partie à ses idées, qu'on l'a trop défini, à mon avis, comme un personnage d'Ancien Régime pur et dur,
L'autre particularité de ma biographie, c'est que je me suis beaucoup appuyé sur ces lettres. J'ai fait ce travail qu'on n'avait pas toujours fait, d'éplucher vraiment énormément de lettres. Et c'est ce qui m'a permis de montrer effectivement il y avait des réflexions politiques, il y avait un rôle politique, certes pas aussi important que des personnages comme Catherine de Médicis. On ne va pas comparer Marie-Amélie à Catherine de Médicis, évidemment, mais il n'en reste pas moins qu'elle avait une pensée politique, elle a joué un rôle politique. Et ce qui m'a surpris, par exemple, c'est cette attitude au moment, par exemple, des 100 jours et du début de la restauration du 18, où finalement elle s'en prend aux armées étrangères, émigrées, où là elle est très virulente, elle a des paroles très très dures. Et du coup, ça nous donne un éclairage tout à fait nouveau sur le personnage, qui ne colle pas du tout avec l'image qu'on avait de la reine jusqu'alors. Donc, je crois que c'est un personnage qui a volontairement voulu rester effacé, mais qui méritait d'être sorti de l'ombre, en fait, pour voir à quel point eh bien, elle était plus politique qu'on ne l'a dit.